Alors maintenant, nous allons passer à Céline Gomez et avec la sécurité au Koweït. La question de la sécurité dans la région du Golfe, englobant l'Irak et l'Iran, est primordiale en raison des tensions et des menaces qui pèsent sur les pays de cette zone. Le Koweït en particulier est identifié comme un point sensible en raison de la situation géographique stratégique au nord du Golfe Persique qu'il place à la croisée des routes commerciales maritimes et terrestres, ce qui en fait un point stratégique pour la région. La richesse pétrolière du Koweït constitue aussi un autre facteur crucial, faisant de lui un acteur clé dans l'économie mondiale de l'énergie, puisque le contrôle ou l'influence du Koweït permettrait à un pays voisin d'augmenter considérablement ses réserves énergétiques et d'exercer une pression sur les marchés mondiaux du pétrole. La démographie du Koweït, avec une population relativement faible comparée à ses voisins, on estime qu'avant l'invasion, la population de l'Émirat était environ de 2,3 millions d'habitants à peu près. Et cette population relativement faible accentue aussi sa vulnérabilité face aux menaces extérieures, et cette faiblesse démographique rend difficile la défense du territoire, ce qui augmente la dépendance du pays à l'égard des alliances et des protections régionales et internationales. À la fin du XXe siècle, son armée de 20 000 hommes ne lui permet pas de repousser les ambitions de ses voisins plus puissants. Et conscient de cette fragilité, le Koweït cherche la garantie des protections des grandes puissances occidentales, mais aussi des instances internationales. Ces facteurs combinés font du Koweït une cible potentielle pour des pays voisins comme l'Iran, l'Arabie Saoudite ou l'Irak, que je vais très brièvement développer un peu plus juste après, et chacun ayant des intérêts un petit peu contradictoires. On va débuter par l'Iran, bien qu'historiquement non agressif envers le Koweït. L'Iran inquiète par sa politique de réarmement et sa capacité à bloquer le détroit d'Ormuz, qui est juste en haut, au-dessus d'Oman. Et ce détroit, il est essentiel pour les exportations pétrolières koweïtiennes. Donc l'Émirat reste assez attentif face à cette puissance, aux ambitions régionales, même si c'est vrai qu'on constate quand même un rapprochement diplomatique qui s'opère dans les années 1990 et même jusqu'à la signature d'un accord de sécurité entre les deux pays en 1998. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, là on est sur un voisin vraiment immédiat, aussi un partenaire stratégique, mais qui est quand même perçu comme un grand frère encombrant, puisqu'il y a une volonté d'imposer son leadership dans le Golfe, son islamisme d'État aussi, qui est fondé sur le wahhabisme, et ses critiques implicites envers le mode de vie jugé un petit peu plus libéral du Koweït. Et tout ça, ça crée une tension idéologique et politique entre les deux pays. Et puis en dernier, on a l'Irak, qui est aussi un voisin immédiat. Et là, pour le coup, ça reste pour le Koweït la plus grosse menace sécuritaire des années 1900, pendant les années 1990, puisque malgré la reconnaissance tardive de son indépendance, l'Irak continue de contester les frontières du Koweït. Et ça culmine d'ailleurs avec l'invasion en août 1990. Et malgré le retrait de ses troupes en février 91, à la fin de la guerre du Golfe, l'Irak continue de contester les frontières. Et tout ça, ça entretient en fait une insécurité permanente pour l'Émirat. Donc pour assurer sa sécurité et celle du Golfe Persique, le Koweït se tourne alors vers des partenaires régionaux, dont notamment les pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG ou le CCEAG comme on l'appelle, dont il en fait partie, en mettant en avant l'importance du facteur communautaire. Fondé en mai 1981, le CCG, c'est une alliance régionale qui vise à promouvoir la sécurité et la prospérité des États membres, que sont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et le Sultanat d'Oman. Cette organisation, elle a pour objectifs principaux de coordonner et d'intégrer les efforts des États membres dans divers domaines économiques, sociaux et surtout sécuritaires. À partir de 1991, le Koweït y regrette tout de même l'insuffisance cohésion de cette organisation qui pourrait renforcer les liens entre les pays de la région pour mieux faire face aux menaces et préserver la stabilité régionale. La politologue et spécialiste des pays du Golfe, Fathia Daziani, attribue la faiblesse institutionnelle du CCG à, je cite, à son manque de vision collective sur la sécurité et à l'absence d'une perception homogène sur la menace. Et en effet, cette organisation elle peine à développer une véritable défense collective en raison de divergences entre ses membres sur la perception des menaces sécuritaires telles que l'islamisme de gouvernement que j'ai très brièvement évoqué pour l'Arabie Saoudite.
Ces divergences d'opinion, elles ont parfois conduit à des tensions diplomatiques entre les États membres du CCG et elles ont rendu difficile la formulation d'une position unifiée sur la question de la sécurité régionale. Le quotidien koweïtien Al-Watan affirme même en décembre 1995 que cette incapacité à traiter collectivement les questions sensibles pourrait mener à terme à une désintégration du CCG si elles ne font pas l'objet d'un intérêt commun de la part de tous les membres du Conseil. Donc de fait, le Koweït y délègue une partie de sa sécurité à des partenaires non plus que régionaux, mais internationaux, et notamment à certains membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Koweïtiens, ils ont tiré une conclusion en fait de l'invasion d'août 90, c'est que le Conseil de sécurité est la seule instance internationale efficace en cas de crise. Donc à partir de 1991, la France s'impose comme l'un des alliés privilégiés du Koweït, aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni, les principaux contributeurs à la libération de l'Émirat de l'occupation irakienne. Mais la France, elle se distingue par certains avantages, puisque contrairement à ses alliés anglo-saxons, la France, elle joue souvent le rôle de contrepoids face à ce qui est perçu comme une influence un petit peu excessive de la part des États-Unis et du Royaume-Uni. Et ce rôle, il est d'autant plus significatif en raison de la politique arabe de la France à cette période et de son engagement ferme en faveur du droit international. Donc la position de la France au Conseil de sécurité, c'est un élément d'assurance qui offre une garantie supplémentaire de stabilité et de protection pour les Koweïtiens. Cette position, elle confère donc à la France un rôle particulier, d'une part de veiller au respect et au maintien des positions des différents acteurs internationaux, mais aussi d'agir un petit peu comme un pivot entre la Chine et la Russie d'un côté et les États-Unis et le Royaume-Uni de l'autre. Et cette démarche koweïtienne de s'allier à la France, ça s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la coopération internationale afin de garantir la stabilité et la sécurité de la région du Golfe et de facto de la sécurité de l'Émirat, de sa propre survie, face aux potentiels et aux différentes menaces. Donc le Koweït y reconnaît la nécessité de s'appuyer sur des alliances solides pour faire face aux défis sécuritaires qui s'imposent à lui dans la région. Cette stratégie de la part du Koweït, elle s'accompagne aussi d'efforts pour sécuriser ses frontières avec l'Irak. Au lendemain de la libération du Koweït par la coalition internationale, la Commission des Nations Unies chargée de la délimitation de la frontière entre l'Irak et le Koweït engage des discussions sur son tracé. Cette délimitation, c'est un enjeu crucial pour l'Émirat qui cherche à garantir l'inviolabilité de son territoire et prévenir toute forme de contestation irakienne. Grâce aux efforts diplomatiques, la Commission parvient dès mai 1993 à établir une frontière claire et reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. Cette reconnaissance elle renforce la souveraineté du Koweït et elle limite les risques de nouvelles tensions régionales, bien que l'Émirat, pendant cette période, reste très vigilant quant aux intentions de l'Irak. La France contribue à ça, puisqu'en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, elle soutient activement les résolutions affirmant l'intangibilité des frontières du Koweït et participe aux négociations visant à garantir leur respect. Et justement, pour garantir ce respect, le respect de cette nouvelle frontière et de prévenir toute forme de violation, les Nations Unies mettent en place en avril 1991 la mission d'observation des Nations Unies pour l'Irak et le Koweït, la MONUC. Et le rôle de cette mission, c'est de superviser la zone frontalière, d'observer les mouvements militaires et de s'assurer que l'Irak ne tente pas de remettre en question l'intégrité territoriale du Koweït. Dans le cadre de la résolution 687 de l'ONU, la France participe à cette mission en envoyant 11 officiers issus des 3 armées françaises chargées de maintenir la sécurité de la frontière irako-koweïtienne, notamment dans la zone démilitarisée. Cette présence internationale à laquelle la France prend part constitue une garantie essentielle pour l'Émirat qui craint encore, comme je disais, une nouvelle agression irakienne pendant cette période-là. Dans ce contexte de tensions persistantes, le Conseil de sécurité renouvelle le mandat de la MONUC à compter du 7 octobre 1998 pour une durée minimum de 6 mois afin de s'assurer de la surveillance continue de la frontière et de prévenir tout risque de violation. Ce renouvellement de mandat témoigne de l'engagement continu et de l'engagement constant de la communauté internationale, et notamment de la France, à maintenir une surveillance rigoureuse de cette frontière sensible.
En tant que membre permanent, la France a été un acteur impliqué au sein de la mission. Elle soutient activement cette reconduction et elle plaide pour une vigilance accrue face aux ambitions de l'Irak. Cependant, malgré cet engagement fort, il y a certaines réserves qui apparaissent du côté koweïtien, puisque dans les années 1990, la France a fait face à une certaine méfiance de la part de l'Émirat, puisque bien que les Koweïtiens reconnaissent le sacrifice de l'ancienne amitié avec l'Irak qu'entretenait la France avant la guerre du Golfe, l'Émirat reste quand même assez prudent quant à l'attitude de la France à l'égard de l'Irak. En réalité, l'intervention française pour libérer le Koweït, ça a marqué la rupture définitive des liens privilégiés entre la France et l'Irak. Donc en fait, c'est pas la France qui a mis fin à son amitié, qui a sacrifié son amitié, mais bien les Irakiens qui ont, eux, sacrifié leur amitié à partir du moment où ils ont envahi le Koweït. Donc cette méfiance à l'égard de la France, on peut aussi l'expliquer par la rivalité entre les États-Unis et la France, où chacun cherche à s'imposer comme garant de la sécurité nationale du Koweït et à obtenir des contrats dans tous les domaines. Mais là, cet aspect de la rivalité et de la concurrence, je vais pas l'aborder aujourd'hui parce que c'est une trop grosse thématique, donc je préfère vraiment me centrer sur la relation franco-koweïtienne. La France, en fait, elle adopte une position qui s'explique en partie par les discussions diplomatiques au sein desquelles elle adopte une posture plus légaliste que les États-Unis et le Royaume-Uni, tout en insistant sur le respect strict des résolutions onusiennes. Donc en fait, bien que certains Koweïtiens redoutent un assouplissement de la position française, en réalité, ça n'a pas de réelle incidence sur la relation entre la France et le Koweït dans les années 1990. D'ailleurs, en juin 1999, le ministre koweïtien des Affaires étrangères fait part à l'ambassadeur de France au Koweït, Patrice Paoli, de la pleine confiance du Koweït et de son absence de doute quant à la continuité de la position française à l'égard de l'Irak. Donc en fait, l'Émirat garde en mémoire le rôle de la France dans sa libération ainsi que sa fermeté sur l'application des résolutions de l'ONU à l'égard de l'Irak, puisque au sein du Conseil de sécurité, la France soutient les résolutions imposant un régime d'inspection et de sanctions pour le désarmement de l'Irak. Elle reste vigilante quant à leur mise en œuvre et elle s'oppose à toute levée de sanctions tant que Saddam Hussein ne se plie pas entièrement aux décisions de l'ONU. Cette confiance mutuelle se traduit aussi par un renforcement concret des liens diplomatiques, puisqu'entre 1991 et 1999, les visites officielles entre la France et le Koweït se multiplient et jouent un rôle essentiel dans le maintien et le renforcement des relations bilatérales. Ces rencontres, en fait, elles permettent non seulement de consolider les liens diplomatiques, mais aussi de promouvoir la confiance mutuelle et de faciliter une coopération étroite dans le domaine de la sécurité. L'augmentation de ces échanges diplomatiques témoigne de l'engagement continu de la France envers le Koweït et ce qui renforce son influence au sein de la région et au sein de l'Émirat. Dès octobre 1991, l'émir Jaber III, qui règne sur le Koweït depuis décembre 1977, entreprend son premier grand voyage à l'étranger après la libération du pays. Et son passage à Paris, c'est la première étape de sa tournée après avoir visité les pays du CCG. Donc ça témoigne bien de la place privilégiée qu'occupe désormais la France auprès du Koweït. À travers cette visite en France, l'émir il exprime sa gratitude au président de la République, François Mitterrand, et à travers lui au peuple français pour leur contribution à la libération du pays. Cette tournée a permis aussi en fait de débuter les discussions sur la mise en place aussi d'un nouveau dispositif de sécurité par une série d'accords de sécurité ou de coopération militaire négociés avec les grands pays amis. Et en effet, lors de son séjour à Paris, l'émir sollicite le président François Mitterrand dans le but de pérenniser l'engagement français en faveur du Koweït par la signature d'un accord de défense similaire à ceux en cours de négociation avec les États-Unis et le Royaume-Uni en 1991, avec la Russie en 1993 ou par la suite avec la Chine en 1995. En fait, par ces accords, le Koweït cherche à s'assurer du soutien politique et de la protection de la communauté internationale en impliquant vraiment l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité. Après quelques nouveaux projets, l'accord franco-koweïtien est transmis à l'ambassade pour observation en mars 1992. Il est officiellement ratifié le 18 août 1992 et il entre en vigueur en octobre de la même année.
Cet accord bilatéral, en fait, il engage la France à défendre le Koweït en cas d'invasion ou d'agression étrangère. Et il prévoit aussi l'engagement de la France à garantir la sécurité maritime du Koweït dans le Golfe. Cet accord, il ouvre rapidement la voie à une coopération militaire plus poussée, notamment dans les domaines de l'armement et de la formation. La guerre du Golfe, elle a entraîné la destruction d'une grande partie des capacités militaires du Koweït. Donc le pays s'est rapidement engagé dans un vaste effort de reconstruction de son système de défense. Et dans ce contexte, la coopération militaire avec la France, elle ne s'est pas limitée qu'à l'accord de défense d'octobre 1992, mais elle s'est aussi traduite par des engagements plus concrets en matière d'équipement et de formation. Cet accord, il ouvre la voie à une série de contrats et de partenariats stratégiques visant à renforcer les capacités de défense du Koweït tout en assurant une présence française accrue dans le secteur de l'armement et de la sécurité régionale. Donc dans cette dynamique, le 18 octobre 1993, un arrangement technique interministériel portant sur la fourniture d'armement est signé entre la France et le Koweït. Cette initiative, elle s'inscrit dans la continuité des engagements pris dès la fin du conflit, au moment où les autorités koweïtiennes avaient choisi de répartir entre les principaux membres de la coalition les contrats de rééquipement militaire. Donc entre 1991 et 1999, 3 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, se partagent le marché de l'armement au Koweït, chacun en adoptant des politiques de vente assez différentes. Pour ce qui est de la France, dans le domaine des ventes d'armes, le Koweït se distingue comme un client majeur pour la France avec des commandes annuelles allant de 600 millions à 1 milliard de francs en moyenne entre 1991 et 1997. L'arrangement technique d'octobre 1993 ouvre la voie à plusieurs contrats majeurs, notamment dans le secteur naval, puisqu'en 1993, les constructions mécaniques de Normandie, les CMN, et DCN International signent le contrat Garot et reçoivent une commande de 8 patrouilleurs océaniques d'une valeur de 2,4 milliards de francs avec une livraison prévue en 1999. Au-delà du secteur naval, la France elle cherche aussi à renforcer son implantation sur le marché koweïtien en développant ses contrats d'armement. Et parmi les principaux acteurs de cette stratégie, on a la société française Thomson CSF qui joue un rôle clé dans le domaine de l'électronique de défense, des systèmes de communication, des radars et des équipements de surveillance et de sécurité. En 1996, le groupe français fournit à l'armée de l'air koweïtienne un radar de défense aérienne pour un montant de 250 millions de francs. En fait, on se rend compte que cette collaboration elle s'inscrit dans une relation de longue date entre Thomson et l'Émirat, puisque déjà entre 1985 et 1990, l'entreprise avait livré un système de défense aérienne aux forces koweïtiennes avant que celui-ci soit démantelé et emporté par les forces irakiennes au moment de l'occupation. Après la guerre du Golfe, le Koweït il cherche aussi à renforcer sa sécurité maritime et ses capacités de défense côtière. Dans cette optique, la coopération avec la France s'intensifie, notamment grâce à l'accord d'octobre 1992 qui prévoit un volet de formation des équipages koweïtiens assurés par des instructeurs français et qui vise à garantir l'efficacité et la sécurité des opérations maritimes. Donc, dans le cadre de cette coopération, on a l'amiral Alain Bereau qui se rend au Koweït en mai 1996. Et cette coopération qui est fondée un peu sur une relation de confiance en fait, entre les deux pays, elle se concrétise par des manœuvres conjointes impliquant les forces armées koweïtiennes et françaises. En novembre 1996, on a l'exercice Perle de l'Ouest qui mobilise pendant 5 jours les forces navales terrestres et aériennes des deux pays avec la participation d'une centaine de soldats français, de 4 navires de guerre et des avions et des hélicoptères de combat. Donc en fait, face aux différentes menaces régionales et à sa vulnérabilité structurelle, le Koweït s'est attaché, au cours des années 1990, à renforcer ses alliances stratégiques pour garantir sa sécurité. Et parmi ses partenaires, la France a occupé une place importante en combinant soutien militaire, engagement diplomatique et coopération en matière d'armement. Malgré certaines réserves initiales, la relation franco-koweïtienne s'est progressivement consolidée, portée par une confiance mutuelle, par la signature d'un accord de défense en 1992 et le développement d'une coopération militaire étroite. Eh bien, merci beaucoup Céline pour cette communication très très intéressante. J'ouvre encore les questions, pardon.
J'observe que la plupart de tes sources proviennent du SADN. SADN, pardon. Voilà. Et je me demandais donc quelles sont les autres sources que tu as pu mobiliser pour ton mémoire à ce sujet. C'est vrai que là sur mon diapo, je crois que j'ai cité que des sources du CADN, il me semble, mais parce qu'en fait c'est vraiment la base principale que j'ai pour la constitution de mon mémoire, et j'ai beaucoup d'archives qui sont disponibles là-dessus, mais j'essaie d'avoir en fait un petit peu de les croiser avec d'autres types de sources comme des médias ou des ouvrages, mais dans mon cas les ouvrages qui traitent de mon sujet sont peut-être trop généraux. En fait, ils vont davantage parler de l'avant-guerre du Golfe ou du rôle de la France, de l'engagement militaire de la France pendant la guerre du Golfe, et non de la relation entre la France et le Koweït. Donc c'est peut-être un petit peu trop généraux, mais ça me permet d'avoir un contexte un peu plus global, général. Et puis, pour ce qui est des médias, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu un tri qui était fait à l'époque dans les médias sur les sujets qui étaient traités, puisque je parlais des patrouilleurs océaniques. Il y a beaucoup de médias qui ont traité de ce sujet-là parce que c'est un gros montant, parce que c'était une entreprise française. Mais par exemple, je traite dans mon mémoire de l'aspect culturel de la relation entre la France et le Koweït. Et pour ce qui est de la réouverture du lycée français de Koweït ou de l'Institut Voltaire, là, j'ai aucune source qui parle de ça ou qui l'évoque. Donc j'essaie au maximum de croiser mes sources et d'en avoir, mais c'est vrai que je me base surtout sur les archives du CADN, mais tout en ayant un aspect critique, parce que c'est difficile aussi de se baser que sur ça, parce que j'ai que l'aspect de diplomate français, et forcément ça va être un petit peu plus valorisant pour la France, donc j'essaie aussi d'avoir cet aspect critique-là, même si les autres sources ont du mal à contrer ou approuver ce qui est dit dans ces sources-là. Ok, merci. Pour continuer sur les sources, la première question, les archives de l'ambassade française au Koweït, donc sur la période qui est la vôtre, sont en accès libre, vous avez dû effectivement demander des autorisations? Non, elles sont toutes en accès libre. Toutes en accès libre. Vous avez Libre. accès à quel type de documents? Ceux de l'ambassadeur, de son équipe? Quels sont les acteurs qui sont... De tout. J'ai toute thématique. Alors l'aspect vraiment militaire, ça a été très compliqué. L'attaché militaire? Oui, ça a été très compliqué pour savoir précisément qu'est-ce qui a été acheté par le Koweït comme arme, comme type de char. Ça, c'est des archives qui sont fermées et qui sont ouvertes qu'en 2045 et 2052. Mais sinon, tout... Qui ne sont pas à la Courneuve, pareil. Non, qui ne sont pas à la Courneuve. Oui. Non, pas. J'en ai certaines qui sont à Nantes aussi. Il y en a à Vincennes, mais il y en a certaines qui étaient sur l'aspect militaire, mais je ne sais pas précisément quoi, vu que je n'ai pas pu les ouvrir, mais qui sont disponibles aussi à Nantes, et qui le seront, surtout qui seront disponibles à Nantes. Donc, comme j'ai la parole, je la garde. En termes de... Alors, vous avez bien évoqué effectivement toute la politique qui est assez classique au fond des marchés militaires qui suivent un engagement comme celui-là. D'un point de vue très concret pour le coup, à quoi ressemble le déploiement français, américain et anglais dans l'espace koweïtien? De manière concrète, combien de soldats, quel type de matériel? Et vous parlez de tout secteur ou on parle que du militaire là? Que du militaire. Que du militaire. C'est-à-dire qu'avant que le Koweït puisse reconstituer ses forces, ces trois puissances ont été donc garantes de la sécurité de l'État. Dans le cadre de quel type de mobilisation? Ça ressemble à quoi, cette mobilisation militaire? Oui. Pour ce qui est en tout cas de la frontière, donc ils sont basés à la frontière entre l'Irak et le Koweït. Comme je disais, là on a 11 officiers qui y sont. On n'a pas, contrairement aux Américains, parce que vous parlez des Américains aussi, les Américains ont je pense jusqu'en 2003. Je m'arrête en 99, donc je ne suis pas sûre de la période 2000-2003, avant la Seconde Guerre du Golfe. En tout cas, eux avaient une base militaire au Koweït, ce qui n'était pas le cas pour la France. C'était temporaire, c'était toujours temporaire. Où ils restaient pour justement... les 11 officiers qui étaient là pour la frontière, eux, étaient là tout le temps.
c'était pas temporaire. Mais pour les formations, comme je disais, pour les formations des marins sur les bateaux pour la sécurité des côtes, c'était que des exercices temporaires, mais qui se sont renouvelés de nombreuses fois. L'exercice Perle de l'Ouest, il existe encore aujourd'hui. Il est renouvelé à peu près tous les 3 ans, et le dernier a eu lieu en 2023, il me semble. Donc en fait, ils reviennent régulièrement, mais il n'y a jamais d'implantation longue durée. Oui. Merci. Je resterai sur les sources parce que je crois que la zone de séance est fort bien faite pour commencer par là. J'avais été frappé aussi par le fait que l'essentiel de ce que vous avez rapporté vienne du CADL. Alors c'est vrai que vous avez une masse importante, mais je pense que même parce qu'il y a une masse importante, on a toujours intérêt à aller voir ailleurs, par-delà les institutions, à rechercher l'archive des hommes. Mais comme vous traitez du pas immédiat, c'est tout le monde est proche, je pense qu'à de l'ambassadeur, du 7e amiral, ces gens sont évidemment plus dans l'activité, peut-être difficile encore. Est-ce que vous avez essayé de mener des entretiens? Et l'autre conseil que je vous donnerais, parce que je le connais un peu, c'est que vous avez à Paris l'Institut François Mitterrand, et vous ferez très bon accueil. Je pense que Nicolas Laurent, Sébastien Repère, seraient très heureux que vous aviez travaillé dans ce laboratoire. Effectivement, j'ai eu 4 entretiens au total avec l'ambassadeur. Alors là, je crois que je ne le cite pas dans les diapos, mais Charles-Henri de Bancalis de Morel d'Aragon, qui était ambassadeur de 1992 à 1997, et avec Patrice Paoli, qui était ambassadeur de 1999 à 2002. Donc je les ai vus, je les ai interviewés, j'ai de longs entretiens avec eux. Mais en fait, je m'en suis rendu compte peut-être un petit peu trop tard, mais je trouvais que ça rejoignait un petit peu en fait les archives, puisque j'avais toujours la vision d'un diplomate français sur les relations franco-koweïtiennes. Donc les visions étaient quasiment les mêmes de ce que j'avais pu lire précédemment dans les archives. Donc j'ai essayé de diversifier un petit peu. J'ai pu interviewer un archéologue, puisque je m'intéresse, comme je disais, à l'aspect culturel. Et il y a un très gros site archéologue qui a été forcément très impacté par la guerre du Golfe. Donc j'ai pu l'interviewer aussi, m'entretenir avec lui. J'ai essayé de diversifier, d'aller voir aussi des entreprises, parce que EDF a beaucoup aidé, enfin c'était EDF International, a beaucoup aidé à la réhabilitation du pays. Mais j'ai pas eu de retour, ça a été très compliqué. La même chose pour Alcatel, qui a beaucoup aidé pour les télécommunications. J'ai essayé avec la Croix-Rouge aussi. L'entreprise, c'est sûr. Oui. Donc voilà, je crois que c'était tout sur votre question. Et l'Institut François Mitterrand? Non, alors oui, non, pas l'Institut François Mitterrand. Oui, c'est vrai. Très belles archives. Non, c'est vrai que je l'ai pas fait.